Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée aux femmes migrantes. Selon les Nations Unies, elles constituent 51% des flux migratoires, mais leur route de l'exil est semée d'embûches, de violences que la plupart des hommes ne subiront pas. Et leur arrivée en Europe n'est pas forcément un synonyme de davantage de sécurité. On va en parler dans un instant avec notre invitée, Lucie Feutrier-Cook, experte en migration et asile. Mais d'abord, gros plan sur la France, étape avant l'Angleterre, pays de destination de nombreuses migrantes et migrants. Mais les violences n'y sont là non plus pas moins graves. Nos reporters, Pauline Godard, Claire Pacalin, Fatma Chim, se sont rendus dans un des camps de Grande-Sainte, dans le nord de la France. Le Refugee Women's Center y vient en aide aux migrantes de passage et à leurs enfants. Ce bébé dort sereinement. Pendant que sa mère se douche et prend soin d'elle, il est gardé par une bénévole du Refugee Women's Center. L'association offre à ces migrantes un moment entre femmes. Tout est mis à disposition pour qu'elles retrouvent l'espace de quelques heures un semblant de vie normale. C'est un endroit où là, on va pouvoir poser des questions sur si la personne se sent en sécurité sur le campement. Après les douches, les femmes, souvent, elles sont plus relaxées. Selon les chiffres du Refugee Women's Center, il y a 3 fois plus de femmes et d'enfants que l'année dernière, à la même période sur les camps de Dunkerque et Grande-Sainte. Des campements dominés par les hommes, où la vie n'est pas simple pour elles. Et le manque d'hygiène est catastrophique. Le fait qu'il n'y ait pas de toilettes ou de lieux sécurisés pour les femmes pour pouvoir faire leurs besoins la nuit, c'est une problématique au niveau sécuritaire, puisque le campement est un campement qui n'est pas éclairé et il n'y a pas d'accès aux toilettes. Et donc du coup, nous, une des choses qu'on distribue le plus, c'est des couches pour adultes. Impossible pour nous de pénétrer plus profondément dans le camp de Grande-Sainte. Aucune femme ne nous a permis de l'accompagner. Certaines craignent des représailles de la part des chefs de camp. Par peur, par honte, elles n'ont pas voulu témoigner à visage découvert. Mariam et ses 2 fils sont originaires du Soudan, pays en guerre depuis plus de 2 ans. Sur le camp, ce qui l'inquiète le plus, c'est la sécurité de ses enfants. J'ai surtout peur qu'on prenne mes filles dans un endroit et qu'on leur fasse du mal. Donc je reste avec elles tout le temps. Quitter le Soudan, sa mère, passer par la Libye, traverser la Méditerranée. Mariam et son mari ont pris de nombreux risques pour arriver jusqu'en France. Mais elle ne voulait plus que ses filles vivent dans un pays où le bruit des armes était incessant. Elle veut maintenant rejoindre son frère en Angleterre. Mon frère m'a dit « essaye de traverser parce que nous avons laissé notre famille là-bas. On pourra s'épauler, on pourra s'entraider. Ça m'enlèvera peut-être un peu de ma souffrance et de mes problèmes. Sinon, j'ai pas de souci à demander l'asile ici. » Ça a été très difficile. Les souvenirs font mal. Que Dieu nous garde. Hélène et sa sœur Sarah sont arrivées il y a 1 semaine. Elles sont érythréennes. Ce soir-là, elles vont tenter la traversée pour l'Angleterre. Les bénévoles leur expliquent les démarches à suivre en cas de naufrage. 2.236.0. Votre position peut changer. Si vous devez appeler pour avoir de l'aide, vous activez votre position et vous donnez les chiffres. Les 2 femmes repartent avec toutes les informations et une couverture de survie, déterminées à rejoindre l'Angleterre. Je n'ai pas peur, car aujourd'hui il fait chaud. Quand il fait froid, c'est difficile. Mais aujourd'hui il fait beau. Alors nous allons essayer. Une tentative qui s'est soldée pour elle par un échec. Cette nuit-là, selon le décompte des autorités britanniques, 919 migrants ont traversé la Manche. Lucie Feutrier-Cook, bonjour. Vous êtes experte en migration et en asile. On vient de voir dans ce reportage, les visages sont floutés, les prénoms ont été changés. Qui sont ces femmes qu'on voit sans voir finalement ? Oui, alors ces femmes, elles sont quand même dans une zone très particulière, qui est la zone du littoral à Calais, près de Grande-Sainte, comme on le voit dans votre reportage, qui est une zone de transit, qui est la dernière étape d'un très long périple, comme on a pu le voir donc dans votre reportage. Ce sont
des femmes qui sont soudanaises, qui sont érythréennes, qui fuient effectivement des zones de conflit, qui fuient des régimes qui les oppressent et qui vont effectivement tenter donc de rejoindre la Grande-Bretagne. Et comme on le voit très bien ici dans votre documentaire, c'est aussi parce qu'elles y rejoignent très souvent un membre de leur famille ou un attachement à la langue ou à des opportunités, une communauté, mais aussi pour y demander refuge, pour y demander la protection, chose qu'elles ne font pas en France. Et ils ne le font pas en France parce que c'est plus difficile ou parce qu'il y a d'autres obstacles sur leur chemin? Alors, il y a différentes choses. C'est tout à fait montré dans votre reportage. L'objectif est de pouvoir faire cette demande d'asile en Grande-Bretagne pour y rejoindre un membre de leur famille. Donc cette attache familiale qui est forte. Certaines d'entre elles, c'est pas tout leur cas, ne le font pas non plus toujours en France parce qu'elles ne le souhaitent pas en termes de conditions d'accueil. Et certaines d'entre elles aussi ont pu faire une demande d'asile dans un autre État membre où elles ont pu être déboutées aussi de leur demande et donc elles souhaitent tenter le refuge aussi ailleurs. Mais il faut bien noter, ça c'est vraiment un effet de loupe sur Calais. En France, il y a quand même un grand nombre de femmes migrantes qui vont déposer leur demande d'asile et qui vont d'ailleurs l'obtenir. Elles sont de plus en plus nombreuses à faire cette demande. C'est 43% pour l'année 2024 à faire la demande d'asile et 47% à l'obtenir, ce qui est 7 points supplémentaires par rapport à l'année dernière. Donc c'est une évolution des tendances. En fait, si elles arrivent en France, elles peuvent décider de renoncer à leur destination qui serait l'Angleterre. Elles pourraient tout à fait renoncer d'aller en Grande-Bretagne et de déposer une demande d'asile en France pour celles qui le souhaitent, oui. Alors, on entend quand même assez peu parler d'elle quand on regarde dans les médias des sujets sur justement la traversée vers l'Angleterre. On voit souvent des visages d'hommes qui sont dans des embarcations ou plus souvent qui essaient de monter dans des camions. Comment ça se fait qu'on ne voit pas les femmes? Oui, alors déjà, il faut bien rappeler sur ce contexte de la zone frontalière, c'est que ces femmes sont minoritaires. Selon les dernières enquêtes, notamment du Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies 2024, dans leur cohorte, elles étaient à peu près à moins de 10%. Donc elles sont moins présentes. C'est déjà un premier facteur. Et la deuxième raison, pour celles qui sont présentes, parfois d'ailleurs aussi en famille ou accompagnées d'enfants ou en couple, elles vont également être invisibles parce que c'est aussi une stratégie de survie dans des lieux comme ceux-là où on peut être confronté à toutes sortes d'abus. On va parfois aussi se faire le plus petite possible. Et puis il y a aussi un autre point très important, cette zone frontalière est une zone de contrôle massif, extrême, sécuritaire, pour empêcher les personnes de passer en Grande-Bretagne. Et donc ces femmes vivent déjà dans des conditions très dégradées de campement, mais aussi sous des expulsions permanentes, toutes les 48 heures de ce lieu de vie, sous des contrôles et des arrestations. Donc elles souhaitent se faire discrètes aussi. Le centre Primo Levi a publié cette statistique. 90% des femmes sont victimes de violences sexuelles sur les chemins de l'exil. Est-ce qu'elles savent au départ à quoi elles s'exposent? Alors, ça, c'est vraiment une singularité du parcours des femmes. Elles sont surexposées aux violences. C'est un continuum en fait de leur chemin. Certaines le savent et elles s'y préparent aussi en réalité comme une possibilité par différentes effectivement stratégies qui peuvent aller jusqu'à même parfois voyager en groupe, trouver des lieux de refuge ou des formes de protection ou même des protections médicales comme par exemple prendre des pilules abortives sur vraiment des périodes particulières. Donc elles le savent mais pas au point de sévices tels qu'elles en seront extrêmement affectées. Et ce qui est très important de noter, c'est que ce continuum de violence, qui est une particularité, il commence, et ce sont des violences de genre, dans le pays d'origine, se poursuivent pendant le chemin migratoire en l'absence de voie légale et sûre. Évidemment, lorsqu'on prend le chemin de l'exil, c'est quasiment toujours synonyme de violence et d'exploitation. Et malheureusement, il se poursuit aussi sur le territoire d'accueil, et notamment en France. Oui, alors précisément, même quand elles arrivent en France, si c'est leur destination finale, ça ne les met pas finalement à l'abri, parce que leur situation régulière, c'est même une source supplémentaire de vulnérabilité dont certains profitent. C'est ce dont s'est rendu compte notre reporter David Gilberg. Celle que nous appellerons Mariam fuit en 2020 la Mauritanie, où elle a été mariée de force lorsqu'elle était adolescente. Arrivée à Paris, elle se retrouve à la rue. Après quelques mois, un homme lui propose de l'héberger. Le début d'un nouveau calvaire. Il voit que je suis sans papier. Il sait que très bien, je n'ai pas de droit. Et j'ai peur des policiers. Et j'ai peur de me faire retourner. Donc c'est pour cela qu'il se profite. Tu ne pourras pas parler. Et je profite, je fais tout ce que je veux. Je te viole et tout ça là. Tu ne peux rien dire parce que tu n'as pas de papier.
Longtemps, la peur l'a réduit au silence, avant que des échanges avec des employés du centre d'accueil ne lui ouvrent les yeux et la poussent à fuir cet homme. Donc c'est là que je commence à avoir force, je me dis, il faut que je batte pour moi. Tout ce que les gens me disaient, c'est pas vrai. C'est juste pour me faire peur. Et j'ai les droits, même si je suis sans papier, j'ai les droits aussi. Et la peur a commencé à disparaître un peu. Pas suffisamment pour se décider à aller porter plainte. Une situation à laquelle les travailleurs sociaux font face régulièrement. On leur explique, on va faire des messages, un peu des ateliers de sensibilisation, même en entretien individuel, pour expliquer qu'elles ont totalement le droit. Mais malgré ça, elles ont souvent peur de la police et peur des représailles aussi sur leur demande d'asile. Une peur justifiée selon une étude publiée cet automne par Amnesty International. En France, seulement 6% des femmes victimes de violences sexuelles déposeraient plainte. Ce chiffre se réduit drastiquement pour les publics les plus vulnérables. Des femmes migrantes qui ont poussé la porte d'un commissariat d'elles-mêmes parce que victimes de violences sexuelles se sont retrouvées dans une situation totalement inadmissible, c'est-à-dire qu'elles ont reçu une obligation à quitter le territoire français dans le commissariat, certaines mises en rétention immédiatement et même certaines expulsées du territoire. Et donc là, ça révèle les manquements de la France sur la protection de ces femmes étrangères, mais aussi le fait que le cadre légal ne les protège pas assez. La Convention d'Istanbul interdit pourtant ces pratiques. Amnesty réclame son application et une meilleure sensibilisation des forces de police. Dans ce commissariat du 20e arrondissement de Paris, une formation sur les violences conjugales aborde justement le cas des femmes migrantes. Pour ces femmes-là, se présenter dans un commissariat, qu'on n'a pas de titre de séjour, ça c'est un frein aussi énorme. Les mentalités ont beaucoup évolué aussi et aujourd'hui on reçoit sans distinction. Il y a des moyens de régulariser les femmes étrangères victimes de violences conjugales et c'est pour ça qu'on travaille avec elles au fait qu'elles dénoncent les faits, elles dénoncent le danger pour qu'on puisse demander des ordonnances de protection et qu'elles puissent être régularisées dans ce cadre-là. Une approche qui peine encore à se diffuser dans tous les commissariats de France, même si les mentalités évoluent. Mariam, elle, a obtenu le statut de réfugiée en 2024. De quoi la sécuriser juridiquement. Il y a quelques mois, après une agression dans les transports en commun, elle s'est rendue au commissariat pour y déposer plainte. On voit dans ce sujet qu'il y a une confiance très bancale vis-à-vis des autorités. Quand elles arrivent dans leur pays de destination, comment est-ce que ces femmes sont traitées par l'administration ? Est-ce que les autorités ont conscience des violences qu'elles ont traversées ? Oui, alors c'est un point fondamental, c'est en fait les effets que produisent ces violences sur ces femmes, qui sont multiples et qui vont de fait les éloigner en réalité des possibilités d'accès aux mécanismes de protection parce que ça affecte leur santé mentale, physique et leur situation sociale. Et donc, il y a là en fait un réel besoin en fait d'ajustement des mécanismes de protection, des mécanismes de détection et d'accès pour ces femmes et de savoir créer aussi des espaces sûrs, sécurisés pour qu'elles puissent venir déplier et notamment des violences qu'elles auraient pu vivre sur le sol français. Et donc quelque part de donner confiance aussi malgré leur situation qui, comme on le voit dans votre partage, peut être une situation administrative en fait incertaine ou précaire. Quand elles arrivent à leur destination finale, est-ce que ces femmes trouvent ce qu'elles sont venues chercher ou obtiennent la sécurité qu'elles n'avaient pas au départ ? Alors, c'est vrai que ces femmes, en tout cas, qui fuient et qu'on retrouve dans la demande d'asile en France, ce sont des femmes qui fuient déjà les conflits armés. On a parlé des Soudanaises, mais les Ukrainiennes, qui sont également très présentes dans la demande d'asile. Ce sont des femmes qui fuient des régimes autoritaires, je pense à la Turquie notamment, et qui viennent donc chercher le respect de leurs droits, de pouvoir continuer aussi la défense de leurs engagements, parce qu'elles ont été la cible de cela dans leur pays. Et puis surtout, ce sont des femmes qui fuient des persécutions de genre. Et qui sont multiples. Elles fuient un mariage forcé, elles vont fuir également des situations de violence conjugale, des crimes d'honneur dans certains pays. Et donc, ce qu'elles aspirent, ce sont des résistantes, en fait. Ce qu'elles aspirent, c'est pouvoir sortir de ces normes sociétales et religieuses qui les enferment et pouvoir pleinement vivre en liberté et dans le respect de leurs droits et de leurs droits de femmes.
Donc elles vont trouver, pour répondre à votre question, en cela, je pense, en France, une bien plus grande forme de liberté et de respect, quelque part, de leurs droits. Mais pour autant, elles vont rencontrer aussi beaucoup d'obstacles. Elles vont toujours vivre avec cette double casquette, finalement, de femmes et d'exilés et d'un certain nombre de stéréotypes qui vont être finalement des freins supplémentaires, aussi bien pour accéder à leurs droits ou à la protection, et également pour trouver pleinement leur place en France. Est-ce qu'il y a quand même des histoires qui finissent bien ? Oui, alors c'est important, je pense, de souligner le fait que on va vers une tendance quand même à la prise en compte de ces besoins spécifiques des femmes en migration, mais qui a encore un long chemin à parcourir. Et lorsqu'on le fait, lorsqu'on est capable de créer des mécanismes de détection précoce, lorsqu'on est capable de créer des hébergements dédiés pour ces femmes. Aujourd'hui, dans le parc national des demandeurs d'asile, il y a 300 places pour les femmes victimes de violences ou de traite des êtres humains. 300 places, c'est très peu, c'est un bon début, mais il faudrait continuer dans ce sens-là. Quand on répond par une offre de soins qui correspond également à ce dont elles ont besoin, on a la Maison pour les femmes qui est un exemple qui se développe aussi. Lorsqu'on travaille sur les freins à l'intégration, à l'accès à la langue, à la formation et à l'emploi, on peut leur donner effectivement la possibilité de trouver pleinement leur place et de développer des réponses, des engagements qui sont extraordinaires, parce que ces femmes, elles portent en elles aussi des pépites et des enjeux aussi importants que des luttes pour la justice sociale, pour les droits humains, pour la paix également, et souvent elles vont travailler pour la cause du plus grand nombre. Donc oui, je pense à des fondatrices incroyables d'associations ou d'ONG en France, comme Go Sandoué qui a créé Metishima, qui est une association qui fait de l'aide à l'insertion professionnelle des personnes exilées. Je pense par exemple à Shaida Essami qui a créé Aide humanitaire et journalisme pour aider les femmes journalistes à créer leurs propres médias. Donc oui, bien sûr, quand on répond à ces besoins spécifiques, quand on crée ces espaces et quand on leur donne une place, elles peuvent effectivement faire grandir leurs engagements et ça peut profiter au plus grand nombre. Eh bien, merci beaucoup, Lucie Feutrier-Cook, pour cet éclairage sur les destins de femmes migrantes. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur France 24.